Le Sénégal a livré ses fils à une mort annoncée. C'est par ces mots que le collectif des parents des étudiants sénégalais de Wuhan qualifie la sortie du président de la République. Pour ses parents stupéfaits, le Sénégal a bel et bien les ressources pour sauver leurs enfants bloqués en Chine, contrairement aux aveux de Macky Sall. Maguette Souaré Diallo et Pape Sangoné Mbaye. Avant des propos, une manière aussi de s'indigner de la gestion de ce dossier. Le collectif des parents des étudiants bloqués en Chine, dans la région de Wuhan, se dit désemparé après la sortie du chef de l'État. Désemparé, le cœur meurtri et amer, et le collectif des parents suite à la déclaration du 3 février des autorités sénégalaises dans les médias. Message certainement tronqué, mais qui a ô combien fini de jeter le désarroi, la confusion et l'émoi dans l'esprit de beaucoup de parents qui auront simplement retenu que le Sénégal allait livrer ses fils à une mort annoncée. 13 étudiants sénégalais bloqués dans la région de Wuhan en Chine, l'une des zones les plus touchées par l'épidémie du coronavirus. Les parents des étudiants demandent aux autorités de réagir le plus rapidement possible. Ils veulent sans équivoque leur exfiltration immédiate. Il n'y a nul doute que le Sénégal a bel et bien les ressources amicales, les ressources diplomatiques, les ressources humaines, les ressources financières, les ressources logistiques pour procéder au rapatriement d'urgence de ces enfants. Le collectif a foi aux autorités sénégalaises pour prendre toutes les dispositions idoines, conservatoires qui s'imposent. Ce collectif qui regroupe les parents des 13 étudiants précise que leurs enfants sont loin de leur famille et de leur pays. Du coup, ils ont besoin de protection et de soutien pour surmonter cette épreuve. Maguette, suite au tollé qu'a suscité la déclaration du président de la République, le ministre de la Santé et le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur tentent de dégonfler la polémique. Selon eux, les propos de Macky Sall ont été galvaudés. D'autre part, les 13 étudiants sénégalais ne sont pas contaminés. Ils font l'objet d'un suivi médical quotidien. Mambiram Diouf, Diafaraba. Le Sénégal, heureusement, n'a pas encore de cas, rassure le ministre de la Santé, et dispose des capacités pour faire face à l'épidémie. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, on a galvaudé les propos du président Macky Sall sur la question du rapatriement des 13 Sénégalais qui se trouvent à Wuhan. Il est tout à fait clair que le dispositif logistique au sens sécurité sanitaire s'entend, le Sénégal ne dispose pas de cela pour descendre à Wuhan. Il faut quand même le reconnaître et le dire. Il ne faut pas à partir de là galvauder les propos du chef de l'État qui depuis le début manifeste une attention particulière et a donné toutes les instructions pour que nos compatriotes sur place soient assistés au jour le jour. Nos compatriotes à Wuhan, justement, bénéficient d'une assistance et d'un accompagnement. Ils sont également suivis pour le respect des consignes afin de se protéger du virus. Nos étudiants ne font l'objet d'aucun traitement discriminatoire ou dégradant. Bien au contraire, ils font l'objet d'un suivi médical quotidien par les responsables universitaires qui vérifient leur température corporelle et mettent à leur disposition des produits d'hygiène pour leur permettre d'observer au maximum les consignes de propreté. Leur famille, reçue mardi par le secrétaire d'État, Moïse Sarr, dit transmettre leur doléance au chef de l'État. Cette exigence de vérité nous a poussés à leur dire que nous souhaiterions qu'on mette en place un cadre avec les familles ici au Sénégal, de manière à échanger de manière périodique et de leur permettre de disposer d'une information juste et vraie. Une première réunion hebdomadaire consacrée à l'épidémie pour apporter une surveillance et une réponse plus efficace au moment où le coronavirus fait dans le monde plus de 427 victimes et 20 000 contaminations.
Oui, Mambiram, les propos de Macky Sall seraient donc galvaudés selon le ministre de la Santé. Dans tous les cas, voici les deux phrases qui ont fait sursauter l'opinion et le collectif des parents des étudiants bloqués à Wuhan. Je cite le président Macky Sall: l'État ne dispose pas de moyens pour rapatrier les Sénégalais de Wuhan. Le rapatriement requiert et demande une logistique tout à fait hors de portée du Sénégal. Fin de citation. Des propos suffisamment clair. Vu la clameur maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'un président devrait dire ça? A-t-il clairement fait une faute en communication? Qu'est-ce que ça sous-entend en langage diplomatique dans un contexte où la Chine compte ses amis? Élément de réponse, Maïmouna Ndiaye et Pape Sango Dembaye. Coronavirus. Le président de la République Macky Sall avoue l'impossibilité du Sénégal de rapatrier nos concitoyens. Un choc, une erreur de formulation dans la communication présidentielle. Pourquoi le nombre de chocs est démultiplié? Parce que ils sont d'abord des victimes. Ils n'ont pas cherché à être dans cette situation, c'est une situation qu'ils vivent et qu'ils intègrent. Et que donc forcément, quand ils font des appels de détresse à l'État du Sénégal, ils s'attendent à ce que son État, le Sénégal, prenne des dispositions nécessaires pour venir les chercher et les mettre dans des situations idoines. Cet expert en communication également refute la thèse avancée par le chef de l'État. En diplomatie, on ne dit pas toujours ce qu'on pense. On dit ce qu'on croit devoir dire. Je suppose que le président n'a pas voulu frustrer les autorités chinoises. Parce que si vous rapatriez les Sénégalais de Chine, c'est comme si, écoutez, vous avez des problèmes de santé, nous prenons nos ressources et débrouillez-vous, tant pis pour vous. Et je me demande si ce discours-là aurait été tenu à la veille d'une élection. Je ne crois pas. Je pense que c'est une communication qui n'est pas juste. Quel discours fallait-il tenir alors dans ce cas de figure? Ce qu'il aurait dû faire, c'est de dire quelque chose qui fait attendre les gens. Par exemple, on aurait pu dire, écoutez, j'envoie mon ministre de la Santé voir la situation. Si jamais il y a des problèmes, on les rapatrie. Ou bien dire, je suis en contact avec le président chinois, nous sommes en train d'organiser le rapatriement, etc. Le président aurait pu être dans le registre du genre, le Sénégal, au même titre que les autres pays de la sous-région, n'a pas les moyens, tout seul, je dis bien tout seul, parce que la formulation, elle est importante, d'aller chercher ses fils. Par contre, je vais voir, moi, président de la République du Sénégal, avec mes pairs africains, parce qu'on est dans un espace qui est l'Union africaine, ou dans un espace sous-régional qui est la CEDEAO, comment on peut mutualiser nos forces pour essayer de trouver une solution afin d'aller chercher dans les meilleures conditions nos compatriotes qui sont là-bas. En attendant, nos interlocuteurs souhaitent une synergie d'action venant des autorités pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Merci Maïmouna. 3 morts, c'est le dernier bilan de l'incendie de Daro Marnan à Touba. La sœur des 2 garçons qui ont péri dans les flammes a elle aussi succombé à ses blessures. Jo Diop, Talasombe. Un incendie d'une très rare violence qui a coûté la vie à 2 frères âgés de 4 et 5 ans au quartier Daro Marnan à Touba. Leur sœur âgée de 4 ans, grièvement brûlée, a finalement rendu l'âme à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, où elle a été évacuée par les sapeurs-pompiers. J'étais au travail quand on m'a appelé pour me dire qu'il y avait un incendie chez Oumar et que 2 de ses enfants avaient perdu la vie. Au départ, je croyais que ce n'était pas grave, mais une fois sur place, j'ai pu constater l'ampleur des dégâts. L'origine du drame est pour l'heure inconnue. Sûrement l'enquête ouverte par la police de Jannatou Mahwa permettra de déterminer les causes réelles de ce sinistre. Pour le moment, je ne sais vraiment pas. Ils étaient dans le couloir, c'est là-bas que le drame a eu lieu. Leurs parents étaient absents des lieux. Il n'y avait que la grand-mère à la maison. Pour l'heure, Daro Marnan est plongé dans une profonde tristesse. Ses habitants continuent de pleurer la mort tragique de 2 de ses enfants.
Retour à Dakar où le marché Petersen a encore brûlé aujourd'hui. Le feu s'est déclaré dans la matinée. Des flammes voraces ont emporté beaucoup de marchandises. Aïssatou Paye, Amadouba. Cantine ravagée, carreaux cassés, vêtements entassés à la rue Petersen. Amertume, désolation, désarroi. Le feu qui s'est déclaré aux alentours de 4 heures du matin a fait des dégâts. Et on nous a réveillés comme quoi il y a du feu. Et quand on s'est levé, on a entendu du bruit. Et à partir de là, quand le feu a pris, on a entendu une explosion. Après l'explosion, donc les bagages qui étaient sur la route goudronnée ont pris feu. Donc ça a commencé jusqu'à notre bâtiment. Du feu, c'est un branchement clandestin. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Branchement clandestin. Voilà. Les flammes n'ont pas épargné ce tablier. Nous sommes anéantis, il ne me reste plus rien. Quand nous sommes arrivés, tout était fini. Moi, je vendais des jeans et des bodys. Les riverains, eux aussi, en ont pris un coup. Moi qui vous parle, dans mon appartement, ça a failli prendre. Le balcon a pris, j'ai perdu des bagages, mais l'appartement, heureusement, Dieu a fait que mes jeunes frères et des bonnes volontés ont éteint le feu avant qu'ils puissent accéder à l'immeuble. Beaucoup de dégâts matériels, aucune perte en vies humaines. Il faut rappeler que le mois dernier, le marché Petersen avait encore brûlé. Allons maintenant à Saint-Louis où les stigmates de la tension d'hier sont encore visibles. Aujourd'hui, l'agence Sénélec, le siège de l'EMVS ont été vandalisés ainsi que l'hôpital régional. Les syndicalistes de l'établissement haussent le ton. La Sénélec condamne. Le haut commissaire de l'EMVS, quant à lui, tempère. Bref, le calme est précaire là-bas. Ousseynou Diop, Habib Seck. La situation est calme 24 heures après les affrontements entre pêcheurs et forces de l'ordre à Saint-Louis. Mais lors des accrochages, plusieurs structures ont été saccagées par les manifestants. À l'hôpital régional de Saint-Louis, les syndicalistes ont élevé la voix après le saccage de plusieurs voitures appartenant aux médecins en service. Je suis indigné par les événements du mardi 4 février 2020 où les manifestants ont traversé le pont pour venir saccager nos véhicules alors que nous étions en fonction à l'intérieur de l'hôpital en train de soigner des malades dont la vie était en danger. Et nous appelons l'administration à nous soutenir pour remédier à cette insécurité notoire dont les médecins et les paramédicaux de l'hôpital régional de Saint-Louis sont victimes tout au long de leur travail. Même situation à la Sénélec de Saint-Louis. Quand les populations ont des problèmes pour ceux qui se plaignent. Mais nous ne pouvons jamais comprendre que ces problèmes se répercutent et se traduisent par une destruction d'un bien commun qui appartient à ces populations. Et en particulier un bien de Sénélec. On a l'impression que Sénélec est le principal symbole qu'il faut attaquer chaque fois qu'on se... Le haut commissaire de l'OMVS a également fait le déplacement pour constater les dégâts au siège du centre de documentation et des archives saccagés et incendiés par les pêcheurs. Le sentiment qui m'anime est un sentiment de tristesse, de grande tristesse, parce que le saccage de cet immeuble, pour moi, est une grande perte matérielle d'abord, mais la perte matérielle ne vaut rien comparée à la perte mémorielle, et surtout au symbole. Notre organisation, comme vous le savez, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, est une organisation de paix, de solidarité, de fraternité surtout, entre 4 pays qui ont tous un même destin autour du fleuve. Et la ville la plus emblématique pour nous, c'est Saint-Louis. À Saint-Louis, 24 heures après les manifestations, les structures locales font le bilan des dégâts et pertes enregistrées. Plusieurs d'entre elles ont subi la rage des manifestants. Merci Ousseynou. Et puis toujours à ce propos, retenez que le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Alioune Ndoye, est l'invité de Soir d'Info tout juste à la fin de cette édition. Perturbations en vue dans l'enseignement de la philosophie dans les lycées publics. Des professeurs en formation à la FASTEF peinent à disposer de leurs notes de fin de formation. Un arriéré de 30 millions dû à des profs titulaires de la FASTEF serait la cause de la rétention des notes. Cri de cœur des professeurs de philosophie en formation à la FASTEF. C'est un sujet de Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mehdi. Ils sont plus de 200 professeurs de philosophie à la quête d'un certificat d'aptitude à l'enseignement supérieur. Une vieille requête qui a eu gain de cause en 2017, mais aujourd'hui, après des années de formation,
leurs espoirs risquent de tomber à l'eau. 10, 15, 20 ans, je vais dire 30 ans de service, qui sont à quelques encablures de la retraite, 3 ans de la retraite, qui ont subi une formation diplômante, mais pour des sommes dérisoires, aujourd'hui leur carrière est plombée. Parce que de ces résultats dépend leur carrière. Quand vous n'avez pas un diplôme professionnel, vous ne pouvez pas être intégré dans la fonction publique. À l'origine de la rétention des notes de fin de formation, le non-paiement d'une enveloppe d'environ 30 millions de francs CFA destinée à des professeurs titulaires de la FASTEF. Ils ont dit qu'au niveau de la première année, l'enveloppe venait déjà de l'éducation nationale. Et pour la deuxième année, ils sont pris en compte dans le cadre de la formation à distance. Mais même si l'enveloppe venait de l'éducation pour la première année et que la deuxième, l'enveloppe est mise dans la formation à distance, mais l'essentiel est que ça arrive au niveau des formateurs pour que de toute façon ceux qui ont été formés puissent recevoir leur diplôme à temps. Une brouille entre deux institutions, le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur. Et demandons à ce que le gouvernement du Sénégal fasse tout dans les plus brefs délais pour que l'argent qui doit être versé à la FASTEF le soit, afin que ces derniers puissent libérer les notes pour que les professeurs puissent continuer à mener correctement le travail. La plupart de ces professeurs de philosophie qui attendent leur certificat d'aptitude à l'enseignement supérieur servent dans les lycées et ils demandent que l'État du Sénégal prenne en compte leurs préoccupations. À défaut, la philosophie, l'enseignement de la philosophie risque de subir un coup dur dans les jours à venir. Les producteurs maraîchers et les autorités locales de Kayar dénoncent la ruée des sociétés spécialisées dans l'exploitation du zircon à Kayar. Le maire et les maraîchers ont profité de la visite du ministre de l'Agriculture pour fustiger ce qu'ils considèrent comme un acte criminel. Cher Anta Diop, c'est la tire. Le maraîchage est menacé dans la zone des Niayes, précisément à Kayar. Des milliers d'hectares de terre risquent de disparaître, ce au profit des sociétés minières spécialisées dans l'exploitation du zircon. C'est le cri du cœur lancé par les producteurs maraîchers et autorités locales de Kayar. Le maire de Kayar porte leur parole. On a donné à une organisation qu'on appelle AIG un périmètre d'exploration du zircon au niveau de la commune de Kayar. La cartographie qu'on nous a donnée couvre toute la commune de Kayar. Et donc tous ces terres-là qui sont en train d'être embravées, c'est dans le mémorandum là, d'être perdues. Et c'est le service régional des mines qui nous a donné l'information. Le permis a été donné à AIG pour l'exploitation du zircon. Et donc ça c'est un problème. Un problème qui risque de créer un drame. Le maire de Kayar renseigne que toutes les autorités seront sensibilisées avant de menacer. Monsieur le ministre, vous êtes bien informé, il faudra informer le président de la République que nous à Kayar, toutes les populations se leveront d'un seul homme pour contrecarrer cet arrêté-là. Le ministre de l'Agriculture, en visite de travail dans la zone des Niayes, promet d'informer les plus hautes autorités du pays. Parce que ça, c'est un problème multidimensionnel qui ne dépend pas que de moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ne peut pas, de but en blanc, dire que les terres cultivables sont dédiées maintenant. Le maire de Kayar, Aline Ndoye, très en colère, indique que ni les autorités administratives ni les autorités locales n'ont été informées de cela. Le conseil municipal de Kayar non plus n'a jamais statué pour délibérer sur cette question. Merci, cher Anta. Le maire de Mbour, Fallou Sylla, doit-il être révoqué après avoir été condamné à 2 ans de prison, dont 3 mois ferme, pour usage de faux en écriture publique? Existe-t-il une jurisprudence en la matière et que dit le Code des collectivités locales? Explication Ousseynou Thiam, Ahmadou Bambasamb. 2 ans de prison, dont 3 mois ferme, le maire de Mbour doit être simplement révoqué conformément à la loi qui régisse les codes des collectivités territoriales. Tel est l'avis de cet expert en décentralisation. Il faut pour lui, c'est comme on avait fait pour le maire de Dakar, c'est de procéder à sa révocation. C'est à titre conservatoire. Les collectivités locales doivent être gérées de la meilleure manière, dans le respect des principes de bonne gouvernance. On ne peut pas vous confier une collectivité locale et vous vous permettiez peut-être de spolier, d'utiliser à des fins privées, personnelles, la réserve foncière de la localité. C'est pourquoi le gouvernement, l'État, doit prendre ses responsabilités. Sur la gestion du patrimoine foncier, certains maires versent dans la boulimie foncière, selon Amadou Sennian. Malheureusement, nous avons affaire à des maires qui ont ce qu'on appelle la boulimie foncière.
pour la plupart. Donc l'État ne devrait pas s'arrêter au cas El Hadji Fallou Sylla, mais devrait, et tous les citoyens qui pensent être lésés par un quelconque acte d'un quelconque maire doivent agir comme les Mbourois et justement permettre à la justice d'être saisie, permettre à l'État peut-être d'arrêter toute cette spéculation foncière qu'on voit au niveau des collectivités locales. Pour cette spécialiste en décentralisation, cette condamnation du maire de Mbour va servir d'exemple aux autres édiles qui ne cessent de dilapider les réserves foncières de leur localité. Merci Ousseynou. Préciser que les avocats de Fallou Sylla, maire de Mbour, vont interjeter appel, donc ce n'est peut-être pas fini. Opération Vérité pour Cheikh Ndiaye, directeur général du CICES, cité dans le rapport 2015 de la Cour des comptes, essentiellement pour des recommandations de gestion, selon lui. 119 millions pour une location d'un groupe électrogène et 78 autres pour le désherbage du site. Le DG du CICES apporte ses précisions. Ibou Diouf, Diafaraba. Donc même si on sait qu'il n'y a aucun problème. D'emblée, le directeur général délivre un satisfecit à la Cour des comptes pour le travail accompli, même si dans ce document, la gestion du CICES est évoquée. Le rapport de la Cour des comptes est un excellent rapport et je tiens à le dire. Nous avons pris note de ces recommandations et depuis 2015, nous sommes en train d'exécuter ces recommandations. Parmi les manquements notés au CICES, les travaux de désherbage, dont les dépenses sont estimées à plus de 78 millions de francs CFA. C'est étalé sur 6 fois. Cette somme-là, c'est à rapporter à 6 fois et non à rapporter en une fois. Et pourquoi 6 fois? Parce que l'étude de la Cour des comptes porte sur la gestion 2011 jusqu'à 2015. Pour la location de groupes électrogènes aussi, à hauteur de 119 millions de francs CFA, il fallait apporter des éclaircissements. La vérité est que cette location-là se rapporte à 6 fois et non une fois. Donc ça aussi, c'est à reprendre comme information. J'ai dit que j'ai trouvé une situation très difficile sur le plan financier. J'ai dit que le besoin, c'est 1000 kVA. Un groupe de 1000 kVA coûte autour de 130 millions. 130 millions, le CICES ne l'a pas. Même 25 millions, on ne l'a pas. Et le CICES, l'image du CICES était tellement écornée que partout où tu vas pour emprunter 10 millions, les gens refusent. La preuve, c'est le groupe de 250 kVA là. On est resté pendant 3 ans, à chaque fois qu'on lance le marché, on nous demande de 50%, on n'est pas en mesure de faire 50%. Le directeur du CICES fait face à la presse pour évoquer également la bonne santé financière de l'institution. Le directeur général demande le soutien de l'État dans la réalisation des grands travaux. L'amélioration des systèmes de gestion budgétaire, une préoccupation majeure parmi les priorités des pouvoirs publics en Afrique et dans les pays occidentaux. Le Sénégal n'est pas en reste. Le perfectionnement de la qualité des décisions budgétaires sous-entend la volonté de changement, mais encore de réformes dans les pratiques budgétaires concernant les politiques publiques, d'où le passage des budgets de moyens au budget de programme. À quoi s'attendre dans ces mutations? Élément de réponse avec Daniel Diouf. Un budget basé sur les résultats précis à atteindre au bout d'une période donnée. C'est un outil de gestion et de planification qui privilégie la performance. Il combine des actions prioritaires à réaliser sous des contraintes de ressources matérielles, financières et humaines. On budgétise par programme. La notion de programme est la pièce maîtresse du nouveau dispositif. L'établissement d'un budget-programme fait partie intégrante du système de rationalisation des choix budgétaires. Dans un tel processus, le budget n'est que le plan des dépenses à engager pour réaliser un plan d'action. Raisonner par programme oblige les administrations à ne pas s'en tenir à des principes de politique générale, mais à se doter de buts concrets et précis. Un nouveau modèle de gestion orienté donc vers les résultats et l'efficacité. Les programmes devront à la fois rendre lisibles les politiques de l'État en termes d'objectifs et de résultats. Le budget n'est plus débattu par ministère, mais par mission. La mission qui se définit ici comme un ensemble de programmes concourant à une politique publique relevant d'un ou de plusieurs services, d'un
ou de plusieurs ministères. Les crédits sont spécialisés par programme et non par chapitre, regroupés par mission. C'est sur la base de ces initiatives planifiées, de leurs budgets respectifs et des résultats attendus que les gestionnaires pourront évaluer les résultats obtenus. Merci Daniel. Sénégal, zéro déchet, un projet de loi sera présenté au Conseil des ministres puis à l'Assemblée nationale pour la mise en place d'une brigade spéciale chargée du suivi du nettoiement. Un nouveau programme en plan d'urgence a été lancé la nuit dernière à la place de l'Indépendance par le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana. Voyons tout cela avec Mohamed Somb et Youssou Baro. La balayeuse mécanique. Un important dispositif mis à la disposition de l'UCG qui met déjà la main à la pâte pour un Dakar propre. Le plan d'urgence, une opération de nettoiement pour redonner à la capitale sénégalaise son lustre d'antan. Nous sommes en train aujourd'hui d'expérimenter une nouvelle approche du service avec l'UCG pour faire d'une collecte de nuit, mais aussi expérimenter le balayage de nuit. Comme vous l'avez vu, il est 22h30, les services vont commencer avec un focus sur certaines grandes artères dans le centre-ville. Et vous avez vu les moyens lourds aujourd'hui que l'UCG a mis à la disposition des techniciens. Nous, c'est ça que nous avons besoin, puisque qui dit enlèvement des ordures, dit moyens humains, dit moyens matériels et aussi dit moyens financiers. Le respect du code de construction au niveau de la place de l'Indépendance est sur le point d'être suivi. D'après le ministre de l'Urbanisme, les propriétaires de ces grands immeubles ont tous reçu une sommation. Madame le maire de Dakar nous a saisi à cet effet et je pense qu'elle a commencé à travailler avec la préfecture de Dakar pour pouvoir faire respecter toutes ces règles d'urbanisme qui sont souvent partagées entre l'urbanisme et les services de la collectivité. Il sera présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi pour la mise en place d'une brigade spéciale qui va se charger du suivi de ce programme. Souvent, ce sont des points qui concernent le code de procédure pénale, quelquefois le code pénal et d'autres textes qu'il faut revoir. Et voilà, on est dans le processus et bientôt ce projet sera présenté en Conseil des ministres avant d'être présenté à l'Assemblée nationale. Je pense que pour une première, c'est bien, mais aussi c'est des actions qu'on doit pérenniser dans le temps et dans l'espace, puisque les travailleurs de l'UCG à eux seuls ne peuvent pas nettoyer. Le ministre de l'Urbanisme, en compagnie de l'UCG et du préfet de Dakar, a visité certaines grandes artères de la capitale pour lancer le plan d'urgence, une nouvelle approche pour faire de Dakar ville propre une réalité. Merci Mohamed. L'actualité sportive karaté d'abord, championnat d'Afrique à Tanger au Maroc du 7 au 9 février. Les 23 combattants du Sénégal sont bien arrivés à destination selon le responsable des équipes nationales de karaté du Sénégal, Fodendao. Ce dernier ajoute que l'objectif est de décrocher le maximum de médailles et des qualifications aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Suivons-le au micro de Cher Sali Boudjara. Tout est en ordre, on est fin prêt pour pouvoir remporter un titre de champion d'Afrique. L'objectif reste quand même de pouvoir ramener le Sénégal au plus haut niveau. Les gosses sont en forme, ils sont arrivés aujourd'hui donc sur Tanger. La compétition commencera vendredi, donc avec les cadets juniors et seniors. La particularité de ce championnat d'Afrique reste à ce que aujourd'hui on est dans une année olympique, donc Tokyo 2020, et que le Sénégal essaye de qualifier le maximum d'athlètes aux Jeux Olympiques de 2020. Oui, les athlètes, encore je le répète, sont fin prêts et espérons vraiment ramener des médailles avec sérénité, donc la concentration est de taille. Donc aujourd'hui, on est mardi, jour de repos, et demain, on reprend un peu les entraînements pour commencer à rentrer petit à petit dans la compétition. Aujourd'hui, c'est le jour des arbitres qui sont en train de faire des examens. On attend aussi les résultats et j'espère qu'on aura assez d'arbitres qui, aujourd'hui, réussiront leurs examens. Et je dis à tout le peuple sénégalais
que le karaté sénégalais On va reste. préciser que les filles vont tenter de conserver leur titre alors que les garçons sont en opération reconquête. Football à présent, créé depuis 2012, le centre de foot Vicente del Bosque des Parcelles Assainies de Dakar décroche un nouveau partenaire pour les 3 prochaines années. Pour le président Limamou Meng, c'est une aubaine pour la mise en place d'une infrastructure sportive afin, pourquoi pas, de sortir de nouveaux Sadio Mané. Écoutons-le avec toujours Cher Sadibou Diarra et Amadou Ba. Notre principal objectif, ça a été toujours d'avoir une installation sportive digne de ce nom. Donc, si on a eu la chance d'avoir une institution prête pour nous soutenir et pour nous encourager à nous accompagner durant les 3 prochaines années pour avoir une installation sportive, je crois que c'est un grand sentiment de fierté de ma part. Je lance un appel aussi, si le gouvernement espagnol, le président de la République espagnole est en train de nous soutenir et de nous encourager dans tous les sens pour qu'on puisse développer le centre de football del Bosque. C'est une institution que ce ne sont pas des enfants espagnols qui s'en bénéficient, mais plutôt des enfants sénégalais. Et je crois que si les autorités des Espagnols et le président de la République espagnole est en train de nous encourager et de nous pousser, je crois que le président de la République, son excellence, monsieur le président Macky Sall, je crois qu'eux aussi ils vont participer sur ce projet. Merci beaucoup, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info et 24 heures après les tensions à Saint-Louis, ce soir, le ministre de la